croyez que les chevaliers médiévaux, médiévaux tentaient bien, s'entraîner noblement. Faux. Des enfants de 7 ans arrachés à leur famille, transformés en machines à tuer par des passages à tabac quotidiens, un conditionnement psychologique et des compétitions brutales jusqu'à l'évanouissement, armes d'entraînement plus lourdes que l'acier réel, conçues pour fendre la peau et briser les crânes. Mais quand ils devenaient écuyers, le vrai cauchemar commençait. Que se passait-il ensuite ? Vous pensez savoir comment les chevaliers s'entraînaient, tout ce romantisme autour des nobles seigneurs s'exerçant à un combat à l'épée dans les cours de château ? Eh bien, accrochez-vous à votre armure métallique, parce que la vraie histoire de l'entraînement des chevaliers médiévaux était dure et sanglante. Nous parlons d'un système si sévère que la plupart des enfants ne vivaient même pas assez longtemps pour fêter leur 15e anniversaire. Je suis sur le point de vous révéler la vérité choquante sur la façon dont ces guerriers légendaires étaient réellement formés. Des jeux psychologiques tordus utilisés pour briser les enfants aux méthodes d'entraînement sauvage qui feraient paraître les camps d'entraînement militaires modernes comme des colonies de vacances. Le voyage d'un garçon de ferme à une machine de combat armée. Tout a commencé avec quelque chose appelé le placement. Les familles nobles échangeaient en fait leurs fils de 7 ans comme des animaux de ferme, les envoyant vivre chez des étrangers complets. Pourquoi ? Parce que vos propres parents pourraient se montrer indulgents. Ces étrangers n'avaient aucun problème à vous briser complètement et à vous reconstruire à partir de rien. Ces garçons devenaient pages, ce qui semble assez innocent, jusqu'à ce que vous appreniez ce que cela signifiait réellement. Les pages n'étaient pas de mignons petits serviteurs courants autour des châteaux. Ils étaient des prisonniers dans une expérience mentale soigneusement planifiée. Chaque partie de leur vie était contrôlée, surveillée et modifiée pour créer le mental de guerrier parfait. La première leçon n'était pas du tout sur le combat, c'était sur la gestion de la douleur. Les pages étaient régulièrement battues, non pas comme punition, mais comme entraînement. L'idée était tordue, mais elle fonctionnait. Si vous ne pouviez pas supporter une correction de votre maître, comment pourriez-vous survivre sur un champ de bataille où les armes ennemies essayaient de vous tuer ? Ils appelaient cela le durcissement, mais aujourd'hui, nous le considérerions comme un abus planifié conçu pour rendre les enfants émotionnellement engourdis. Mais c'est là que cela devient vraiment sombre. Ces coups n'étaient pas aléatoires, ils étaient planifiés pour briser les réponses de peur naturelle de l'enfant. Et les maîtres étudiaient chaque page, trouvaient leur point de rupture spécifique, puis les utilisaient contre les enfants. Certains garçons craquaient, soit la pression et étaient renvoyés chez eux dans la honte. D'autres devenaient des coquilles vides, parfaites pour être façonnés en tueurs sans émotion. La routine quotidienne d'un page médiéval était construite autour d'une idée. Éliminer tout ce qui faisait d'eux des humains et les reconstruire en armes. Ils se réveillaient avant l'aube, souvent dans des chambres de pierre glacées sans chauffage. Leur premier travail était de prendre soin des armes et de l'armure de leur maître. Non pas parce que c'était un travail simple, mais parce qu'ils devaient développer un respect presque religieux pour les outils de guerre. En manipulant ces armes, les pages apprenaient leur première leçon importante sur le combat médiéval, le poids. Une armure complète pesait entre 60 et 80 livres. L'épée d'un chevalier pesait généralement 3 à 4 livres. Un marteau de guerre pouvait peser 8 livres ou plus. Ce n'étaient pas les faux poids légers que vous voyez dans les films, c'était des outils brutaux et lourds, conçus pour écraser des os et déchirer du métal. Les pages passaient des heures chaque jour à porter ces armes, développant les muscles spécifiques nécessaires au combat, mais pas de la manière que vous pourriez attendre. Mais ils ne faisaient pas de pompe médiévale ou ne soulevaient pas de pierres. Au lieu de cela, ils faisaient quelque chose appelé l'entraînement au fardeau.
Les maîtres les chargeaient avec de plus en plus de combinaisons d'armure et d'armes, puis les forçaient à accomplir des tâches quotidiennes. Imaginez essayer de servir le dîner en portant une chemise de maille pesant 40 livres et en portant un bouclier, ou nettoyer des sols tout en étant équilibré avec une épée à votre hanche. Ce n'était pas seulement un entraînement de force, cela enseignait à leur corps à travailler normalement sous des charges de combat. Au moment où ils atteignaient leur adolescence, porter une armure semblait aussi naturel que des vêtements modernes, mais l'entraînement physique n'était rien comparé au jeu d'esprit. Les pages vivaient dans une peur constante, non seulement de leur maître, mais aussi les uns des autres. Le système de placement créait délibérément une compétition entre les garçons. Les maîtres mettaient les pages les uns contre les autres lors de concours brutaux, récompensant les gagnants et punissant les perdants. Ce n'étaient pas des compétitions amicales. Les garçons se battaient avec des armes en bois qui pouvaient facilement casser des os. Ils luttaient jusqu'à ce que quelqu'un soit knock-out. Ils participaient à des défis d'endurance qui poussaient leur corps à la limite. Le message était clair, vos pères n'étaient pas vos amis, ils étaient des obstacles à surmonter. Cet environnement compétitif servait deux objectifs. D'abord, il identifiait les leaders et les combattants naturels. Mais plus important encore, il conditionnait ses futurs chevaliers à voir la violence comme normale, voire nécessaire. Au moment où ils devenaient écuyers, blesser les autres semblait aussi naturel que respirer. Les armes d'entraînement méritent une attention particulière parce qu'elles montrent à quel point la société médiévale prenait au sérieux la préparation au combat. Oubliez ces épées en bois légères que vous voyez dans les films. Les armes d'entraînement étaient souvent plus lourdes que leurs vrais homologues. Les pages s'entraînaient avec des épées en bois pesant 6 ou 7 livres, presque le double du poids des lames en acier. Pourquoi rendre l'entraînement plus difficile que la réalité? Simple psychologie. Lorsque vous finissez par utiliser une vraie épée au combat, elle semble incroyablement légère et rapide en comparaison. Vos frappes se seraient rapides comme l'éclair parce que vos muscles étaient habitués à se déplacer avec des poids beaucoup plus lourds. C'est la même idée que les athlètes modernes utilisent, mais appliquée à la guerre médiévale. Les armes en bois n'étaient pas seulement lourdes, elles étaient conçues pour faire mal. Les épées d'entraînement avaient des bords rugueux qui laissaient des échardes dans votre peau. Les lances d'entraînement avaient des pointes émoussées mais solides qui pouvaient encore percer des trous dans une armure en cuir. Les masseurs en bois étaient essentiellement des gourdes qui pouvaient écraser crâne si vous n'étiez pas prudent. Les pages se battaient avec ces armes d'entraînement brutales quotidiennement, souvent jusqu'à ce que le sang soit versé. Les maîtres encourageaient cela parce qu'ils croyaient que la douleur était le meilleur enseignant. Si vous faisiez une erreur pendant l'entraînement et que vous vous blessiez, vous vous souviendriez de cette leçon lorsque votre vie dépendrait de cela dans un vrai combat. Mais voici ce qui sépare vraiment l'entraînement médiéval de la préparation militaire moderne. Ce n'étaient pas des adultes qui avaient volontairement accepté un service. Ce étaient des enfants, certains aussi jeunes que 7 ans, systématiquement conditionnés à tuer sans hésitation ni culpabilité. Les techniques psychologiques utilisées étaient sophistiquées et profondément dérangeantes. Les maîtres utilisaient quelque chose que nous reconnaissons maintenant comme le conditionnement classique. Chaque fois qu'un page accomplissait avec succès une tâche violente, il recevait des récompenses, nourriture, éloges, petits privilèges. Mais tout signe de faiblesse ou de clémence se traduit par une punition brutale. Avec le temps, le cerveau des garçons se reconfigurait littéralement pour relier la violence à des résultats positifs et la compassion à la douleur. La transformation ne se produisait pas du jour au lendemain. Cela prenait des années de manipulation soigneuse pour transformer un enfant normal en quelqu'un qui pourrait charger dans la bataille en balançant une hache au-dessus de la tête d'un autre être humain.
Mais au moment où ces pages devenaient écuyers vers l'âge de 14 ans, le processus était presque complet. Ils avaient appris à réprimer des émotions humaines naturelles, comme la peur, l'empathie et la préservation de soi. Ils avaient développé la force physique et l'endurance nécessaires au combat armé. Plus important encore, ils avaient intériorisé l'état d'esprit de guerrier qui définirait le reste de leur vie. Mais nous n'avons effleuré que la surface de ce système d'entraînement médiéval. Ce qui se passait lorsque les pages devenaient écuyers était encore plus intense, plus dangereux et plus psychologiquement dommageable. Le véritable entraînement au combat n'avait même pas encore commencé. À 14 ans, tout changeait. Le garçon que vous étiez autrefois était parti pour toujours, remplacé par quelque chose de plus dur, plus froid et infiniment plus dangereux. Bienvenue dans les années d'écuyer où le véritable cauchemar a commencé. En tant qu'écuyer, vous n'appreniez plus la violence, vous viviez maintenant. Votre nouveau rôle était simple, suivre un chevalier pleinement formé partout où il allait, y compris dans des combats réels. Pas de faux épées maintenant, pas de bouclier en bois, acier réel, sang réel, mort réel. Le premier choc était de découvrir que les chevaliers n'étaient pas les héros honorables des histoires, ils étaient des tueurs professionnels qui considéraient la guerre comme une transaction commerciale. Votre chevalier pouvait passer le lundi matin à abattre des paysans lors d'un raid de village, puis le mardi après-midi à discuter de poésie avec des nobles à la cour. La capacité à passer de la violence brutale à un comportement civilisé n'était pas considérée comme inhabituelle, c'était attendu. Votre travail en tant qu'écuyer était de garder votre chevalier en vie et efficace au combat. Cela signifiait apprendre des compétences qui horrifieraient les gens modernes. Vous deviez maîtriser l'art d'aider les chevaliers blessés à continuer à se battre. Pas de les guérir, comprenez-vous, juste les maintenir fonctionnels assez longtemps pour continuer à tuer. Vous appreniez à rapidement réparer les blessures par flèche, avec n'importe quel matériau à disposition. Bon tissu, même des cheveux humains pouvaient ensuite être utilisés pour arrêter temporairement le saignement. Vous découvriez quelles blessures étaient immédiatement mortelles et lesquelles un chevalier pouvait combattre quelques minutes de plus. Plus troublant encore, vous appreniez qu'il était parfois plus efficace d'achever vos propres alliés blessés plutôt que de perdre du temps à essayer de les sauver. L'entraînement aux armes s'intensifiait au-delà de tout ce que vous aviez vécu en tant que page. Les écuyers n'apprenaient pas seulement à utiliser des épées et des boucliers, ils maîtrisaient chaque arme qui pouvait apparaître sur un champ de bataille médiéval, des marteaux de guerre capables d'écraser une armure de plate, des arbalètes nécessitant 200 livres de force pour être tirées, des hallebardes conçues spécifiquement pour percer les casques et atteindre les cerveaux en dessous. Mais l'arme la plus importante n'était pas en acier, c'était votre cheval. La guerre médiévale était dominée par la cavalerie lourde et apprendre à combattre à cheval était comme apprendre à piloter un jet de chasse pendant que quelqu'un tirait des flèches sur votre tête. La physique seule était terrifiante. Un chevalier et un cheval chargent à pleine vitesse créaient environ 3000 livres de momentum. Lorsque cette force frappait une ligne ennemie, les hauts ne se cassaient pas seulement, ils explosaient. S'entraîner à combattre à cheval signifiait apprendre à contrôler votre monture avec vos jambes et votre poids corporel pendant que vos mains étaient occupées avec des armes. Vous vous exerciez à frapper des cibles en galopant à 20 000 à l'heure. Vous appreniez à vous pencher hors de votre selle pour porter des coups mortels sans tomber de votre cheval. Le plus difficile de tout, vous maîtrisiez la lance. La lance n'était pas simplement une longue pique, c'était un instrument de mort précisément conçu qui nécessitait un timing parfait et une mécanique corporelle pour être utilisé efficacement. Obtenez le mauvais angle de quelques degrés et vous manqueriez complètement votre cible. Obtenez une prise incorrecte et l'impact déchirerait l'arme de vos mains ou briserait votre bras. Obtenez un mauvais équilibre
et vous seriez projeté de votre cheval à pleine vitesse, probablement mort de la chute seul. Les écuyers pratiquaient le travail de lance en utilisant un dispositif appelé quintaine. Imaginez un poteau en bois avec une barre transversale rotative. À une extrémité pendait une cible en forme de bouclier, à l'autre extrémité un lourd sac de sable. Vous chargeriez la cible avec votre lance en essayant de l'atteindre en plein centre. Si vous le frappiez correctement, la barre transversale se balançait loin de vous. Si vous le manquiez ou le frappiez mal, le sac de sable ferait le tour et vous ferait tomber de votre cheval. Cela semble presque comique jusqu'à ce que vous réalisiez que le sac de sable pesait à peu près autant qu'un chevalier entièrement armé. Être frappé par cela à pleine vitesse pouvait briser des côtes, disloquer des épaules ou provoquer des commotions cérébrales. Les écuyers étaient régulièrement blessés lors des entraînements au quintaine, certains assez gravement pour mettre fin à leur carrière de chevalier avant même qu'elle ne commence, mais les blessures physiques n'étaient rien comparées à ce qui arrivait à leur esprit. L'exposition constante à la violence changeait leur chimie cérébrale de manière fondamentale. Les neurosciences modernes nous disent bien que le traumatisme répété reconfigure littéralement les voies neuronales, surtout dans les cerveaux en développement. Ces écuyers adolescents connaissaient des niveaux de violence et de stress qui entraîneraient un PTSD sévère chez les soldats modernes. Pourtant, ils n'étaient pas autorisés à montrer de la faiblesse. Tout signe de peur, d'hésitation ou de défaillance émotionnelle était accueilli par une brutalité punitive. Les chevaliers croyaient que la clémence était un luxe qui vous coûtait la vie sur le champ de bataille. Mieux valait briser complètement l'esprit d'un écuyer que de l'envoyer au combat, avec des doutes qui pourraient coûter la vie à tous les deux. Le conditionnement psychologique atteignait son paroxysme lors de quelque chose appelé le sang. C'était le moment où un écuyer tuait un être humain, pour lui la première fois. Cela ne devait pas se produire lors d'une bataille majeure où l'écuyer pourrait se figer et faire échouer tout le monde. Au lieu de cela, les chevaliers arrangeaient que leurs écuyers participent à de petites incursions ou escarmouches où l'issue était déjà décidée. La cible pouvait être un groupe de bandits, des messagers ennemis ou même simplement des paysans du territoire d'un seigneur rival. Le but n'était pas la stratégie militaire, c'était de franchir une ligne qui ne pouvait jamais être franchie. Une fois que vous aviez pris une vie humaine, et quelque chose en vous changeait pour toujours. Les chevaliers le savaient et l'utilisaient comme dernière étape dans leur conditionnement psychologique. Après le sang, les écuyers rapportaient se sentir émotionnellement engourdis, déconnectés de leurs anciens selves. Ils observaient cela comme regarder leurs propres actions de l'extérieur de leur corps, comme si quelqu'un d'autre contrôlait leurs mouvements. La psychologie moderne reconnaît cela comme la dissociation, une réponse courante à un traumatisme sévère. Mais les chevaliers médiévaux le voyaient comme la naissance d'un véritable guerrier. Le test final arrivait vers l'âge de 21 ans lorsque les écuyers étaient éligibles pour le titre de chevalier. Mais ce n'était ni une cérémonie, ni une remise de diplôme. C'était un examen brutal que beaucoup ne surmonteraient pas. Le candidat devait prouver qu'il pouvait fonctionner efficacement dans un véritable combat, pas seulement lors d'exercices d'entraînement. Cela signifiait participer à une véritable campagne militaire où leur performance serait attentivement surveillée par des chevaliers expérimentés. Ils devaient démontrer non seulement des compétences de combat, mais la capacité de prendre des décisions de vie ou de mort sous une pression extrême. Pourraient-ils tuer sans hésitation? Pourraient-ils obéir à des ordres, même lorsque ces ordres entraînaient une mort certaine pour des innocents?
Pourraient-ils maintenir leur discipline tout en voyant leurs amis mourir autour d'eux? Ceux qui réussissaient devenaient des chevaliers à part entière, rejoignant une élite de guerriers professionnels. Mais le coût était énorme. Et ces hommes avaient été systématiquement dépouillés de l'empathie humaine normale et reconstruits en instruments de violence. Ils ne pouvaient plus se rapporter à des gens ordinaires ni mener des vies normales. La guerre était tout ce qu'ils connaissaient, et la guerre était tout ce pourquoi ils étaient bons. Les rares documents que nous avons de chevaliers anciens dressent un tableau troublant d'hommes hantés par ce qu'ils étaient devenus. Beaucoup luttaient contre ce que nous reconnaîtrions maintenant comme une maladie mentale sévère. Ils avaient des cauchemars, des accès de violence et des difficultés à établir des relations significatives. Certains se tournaient vers l'alcool ou d'autres substances pour engourdir la douleur, d'autres se retiraient simplement complètement de la société. Alors voilà votre réalité sur l'entraînement des chevaliers mages médiévaux. Ce n'était pas romantique ni noble, c'était un processus systématique de maltraitance infantile conçu pour créer des tueurs émotionnellement endommagés. Ce n'étaient pas des héros de contes de fées, ce étaient des victimes traumatisées d'un système brutal qui infligeait ensuite ce même traumatisme aux autres. La prochaine fois que vous verrez un film sur de courageux chevaliers partant pour sauver la situation, souvenez-vous de ce qu'il a vraiment fallu pour créer ces guerriers. N'oubliez pas les garçons de 7 ans arrachés à leur famille et soumis à des années de torture psychologique et physique. Souvenez-vous que derrière chaque armure brillante se cachait un être humain brisé, ayant payé un prix inimaginable pour ses compétences de combat. L'entraînement des chevaliers médiévaux était efficace pour produire des guerriers, mais à un coût qu'aucune société civilisée ne devrait jamais être prête à payer. Merci d'avoir regardé cet épisode de Middle Age Madness. Si cela a ouvert vos yeux sur le côté plus sombre de l'histoire médiévale, assurez-vous de vous abonner parce que nous commençons à peine. N'oubliez pas que l'histoire n'est que rarement aussi noble que les récits semblent le faire croire.